Deux mots sur Monsieur Fontaine, du ministère de l'Écologie, du Développement durable, qui va nous expliquer peut-être comment la France, dont le mix énergétique est de 78% dépendant de l'électricité nucléaire, on parle de l'électricité, comment la France va-t-elle atteindre cet objectif à l'horizon 2025 d'un approvisionnement à 50% nucléaire seulement. Monsieur Fontaine, à vous la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Pierre Fontaine, je suis sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables au ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Alors, tout d'abord, avant de répondre à cette question qui va quand même faire l'objet d'une partie de la présentation sur les 50%, peut-être juste un tout petit point de méthode, c'est qu'actuellement en France, il y a un grand débat national sur la transition énergétique qui est en cours, qui réunit un certain nombre d'experts, de parties prenantes, de citoyens qui mobilisent les territoires et qui est en cours. Et bien évidemment, parmi les sujets qui sont étudiés par l'ensemble de ces groupes, il y a la manière d'atteindre cet objectif de 50%. Et donc, vous comprendrez bien que je ne vais pas me prononcer sur tel ou tel scénario, dans la mesure où, à ce stade, ils sont au stade d'ébauche, de discussion au sein des groupes, et que le gouvernement rendra des orientations qui ensuite seront mises en œuvre par ma direction. Alors pour commencer la présentation, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette initiative qui est tout à fait intéressante puisqu'on est quand même à un moment tout à fait crucial dans le paysage de l'énergie. Voilà, donc le plan de ma présentation, ce sera une présentation en 3 temps, avec tout d'abord une présentation de la situation actuelle qui est issue assez largement de la mise en œuvre des objectifs de 2020 qu'on avait pris dans le cadre du Grenelle. Ensuite, je ferai une présentation sur la transition énergétique, les engagements du président de la République, le débat, parce que j'en parlerai quand même, et bien évidemment, j'essaierai de mettre en perspective et créer, je dirais, une sorte de perspective avec le rôle de l'innovation dans le domaine de l'énergie. Alors, dans la situation actuelle, c'est une situation actuelle, bien évidemment, toute énergie confondue. L'électricité n'est qu'une part mineure dans le mix de l'énergie en France. Donc, voilà, je vais vous faire un petit point d'étape sur les objectifs qu'on s'était fixés pour 2020. Il s'agissait d'atteindre 23% d'énergie renouvelable dans la consommation finale en 2020. On voit ça se traduisait par un objectif de plus 20 mégatep, dont 50% sur la chaleur, 50% sur la chaleur, 7 mégatep sur l'électricité et 3 mégatep sur les biocarburants. Si on fait un point d'étape, quand on fait le chemin à parcourir pour arriver à ces objectifs d'ici 2020, la courbe rouge montre qu'on n'est pas très loin, en fait, fin 2011, début 2012, des objectifs qu'on s'est fixés. Et le petit delta s'explique notamment avec l'hydraulicité qui peut varier d'une année sur l'autre, mais on voit quand même qu'on est en ligne avec nos objectifs. Je profite de ce graphe pour faire aussi un tout petit point d'étape sur les efforts qui ont été faits du côté français sur la maîtrise de la demande. Et si on fait un bilan de ce qui a pu se faire entre juillet 2006 et puis on va dire fin 2010 avec la mise en place des certificats d'économie d'énergie, on constate aujourd'hui qu'on est capable d'identifier qu'on a économisé l'équivalent de 12 TWh, donc à peu près 2,6 en électricité, et puis un peu plus de 9 en termes de combustible. C'est 1,5% de la consommation annuelle dans le domaine résidentiel tertiaire. Donc c'est une manière de quantifier un petit peu les efforts qui sont faits, mais ça ne tarit pas le potentiel, loin de là. En termes d'énergie renouvelable thermique, donc les 10 mégatep de chaleur se répartissent à 50% d'efforts sur le résidentiel et 50% d'efforts sur le collectif. On voit que sur le résidentiel, le principal outil, c'est un outil fiscal qui est un crédit d'impôt et qui a concerné quand même 7 millions de logements sur la période entre 2005 et 2011, avec des enveloppes budgétaires conséquentes, supérieures aux milliards, et qui permettent à la fois de stimuler l'innovation, de structurer un certain nombre de filières et de donner un soutien à l'activité économique et à l'emploi.
Pour les autres secteurs concernés, il y a le fonds chaleur, où là on est sur des gros projets. Il y a eu 1600 projets d'examinés entre 2009 et 2011, à la fois un budget qui n'est bien inférieur à celui qui est précédent, mais avec une efficacité assez importante, et qui doivent permettre normalement à horizon 2020 de créer à peu près 20 000 emplois, et puis de limiter les importations d'énergie fossile, et ça devrait représenter à peu près 1,4 milliard en 2020, et les réductions de gaz à effet de serre. Toujours dans le panorama, avant d'atteindre l'électricité, les biocarburants, où on s'est fixé un certain nombre d'objectifs en termes d'incorporation, et où on voit qu'on est en ligne, légèrement inférieur en réalisé par rapport à nos objectifs, mais on est en ligne par rapport à ce qu'on s'était fixé comme objectif. Voilà, et puis bien évidemment, on cherche absolument à mettre en place et à développer des biocarburants qui n'entrent plus en concurrence avec les cultures vivrières, mais ça a été dit tout à l'heure lors de la première présentation. Alors maintenant, si on passe sur le parc électrique, aujourd'hui tel qu'il est, en faisant l'inventaire en mégawatts. Donc, sans surprise, on voit le principal moyen en France, c'est le parc nucléaire, mais on voit notamment en bas du tableau la forte augmentation sur les énergies renouvelables. Là, je parle bien de puissance, avec une puissance installée de plus de 11% sur l'éolien et de 40% sur le photovoltaïque. On pourrait penser que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais aujourd'hui, on est confronté à un problème en France qui est l'augmentation régulière de la pointe de consommation. Et pour donner quelques chiffres, une augmentation très rapide ces dernières années. En 2006, on avait une pointe de consommation de 86 000 MW. En 2010, on est monté à 96 000, 10 000 de plus en 4 ans. En 2012, 102 000, donc encore plus 6 000 MW. Donc on voit bien qu'on a une nécessité, notamment en France, de développer une régulation sur la puissance. Et on a un certain nombre de réponses qui ont été imaginées, qui vont de l'effacement. C'est des choses qui existaient déjà aujourd'hui, mais avec un potentiel fort, mais pour l'instant pas suffisamment exploité. On est à peu près à 400 MW d'effacement industriel, ou des choses à peu près comme ça. Et donc on a la nécessité de développer un cadre pérenne pour favoriser, je dirais, l'effacement et puis la régulation en termes de puissance. Et ce sera le marché de capacité qui devrait se mettre en œuvre 2016-2017. En termes de mix électrique actuel, donc cette fois-ci en termes de production, en termes de térawattheure, donc on voit la part du nucléaire, près de 75%. Et on voit, c'est le bas du tableau qui est particulièrement important, c'est le développement, le poids de l'hydraulique, de l'éolien et du photovoltaïque, où on a une augmentation de la part des énergies renouvelables qui atteint un peu plus de 16%. Si je mets en perspective cette production électrique avec la consommation nationale, on est à peu près en consommation brute à 490 TWh en France pour 2012, et on a eu une augmentation par rapport à 2011. C'était lié principalement aux effets météo. Si on retraite de l'effet météo, puisqu'on a un gradient de température à peu près de 2400 MW par degré, on a une consommation nette de 483 TWh et qui traduit en fait la crise, puisque c'est une consommation en baisse de 1%. Et cette consommation en baisse de 1% se traduit un peu différemment suivant le secteur sur lequel on est, avec une forte baisse sur la grande industrie, moins 4%, moins 1% pour les PME, et puis plus 2% pour les particuliers. Sur les énergies renouvelables électriques, je voudrais faire un focus sur deux énergies, le photovoltaïque et l'éolien. Donc je vous ai mis en fait un certain nombre de cas de graphes, ça peut paraître un peu indigeste, mais c'est pour vous montrer en fait le boom qu'on a eu, un peu exponentiel sur le photovoltaïque ces dernières années, qui s'est traduit à la fois par plus de puissance, plus d'énergie, et puis la montée plus classique, plus linéaire, on va dire, de l'éolien, et avec le corollaire en termes d'énergie. Pour soutenir ces énergies renouvelables qui ne sont pas rentables, on a mis en place des mécanismes de soutien qui reposent en fait sur deux grands leviers qui sont les tarifs d'obligation d'achat, qui sont plutôt dédiés à des filières matures, où le coût évolue peu, je pense particulièrement à l'éolien, et puis des dispositifs type appel d'offres, où là, bien évidemment, on a un critère prix qui peut rentrer en compte,
qui peut rentrer en compte, mais aussi d'autres critères. Et ça permet aussi de maîtriser les volumes, et c'est bien adapté aux technologies dont les coûts évoluent rapidement. Notamment, on pense au photovoltaïque sur les grandes surfaces. Alors enfin, un point qui est important aujourd'hui, et sur lequel on n'a pas une vision à ce stade très claire, qui est la régulation économique dans le domaine des énergies renouvelables sur la plaque européenne. Aujourd'hui, on est en crise. Donc on a une baisse de la demande, et c'est là sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Cette crise traduit pour conséquence un certain nombre de surcapacités, et le développement massif des énergies renouvelables qui sont des productions qui sont subventionnées, qui ont un coût marginal nul, perturbe, je dirais, l'équilibre des marchés de gros. Alors, il faut bien voir que les marchés de gros de l'électricité n'ont rien à voir, notamment avec le prix payé par le consommateur in fine. Mais c'est quand même un élément important, quelque chose qui dirige les investissements à long terme. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a un certain nombre de périodes dans l'année qui sont assez fréquentes désormais, où on a des prix négatifs de l'énergie, et qui posent un certain nombre de questions quant aux signaux qu'on donne au marché sur l'investissement. Et c'est la raison pour laquelle on pense qu'il va falloir réfléchir à une nouvelle régulation qui tienne sans doute plus compte de la puissance et sans doute un peu moins de l'énergie. Ensuite, je vais vous faire un petit focus sur les énergies électriques avec 3 graphes qui correspondent à la puissance installée, à l'énergie produite et au coût. Car nos citoyens sont de plus en plus sensibles au coût. Et donc, je vais prendre aussi dans les graphes 3 références. La première, c'est l'hydraulique. On voit qu'en termes de puissance installée, c'est relativement faible. C'est le bas du graphe, c'est la petite bande bleu clair. Vous avez ensuite l'éolien terrestre, onshore. C'est le jaune clair, et on voit les objectifs qu'on s'est fixés d'ici 2020, 19 000 MW. Donc là, voilà. Et on voit le photovoltaïque qui arrive tout en haut, avec un peu plus de 5 400 MW. Si je regarde en énergie, bien évidemment, c'est proportionnel au nombre d'heures où ça tourne. Donc déjà, ça déforme un peu plus le graphe. On voit que l'hydraulique remonte énormément, que l'éolien maintient sa place et que le photovoltaïque diminue, puisque forcément, vous savez, il produit que quand il y a du soleil. Et dernier graphe, qui est le coût, le surcoût, en fait, qui est payé, in fine, par le consommateur, via la CSPE. On voit là que l'hydroélectricité a quasiment totalement disparu, que l'éolien terrestre a une part relativement faible au regard de sa puissance et de l'énergie qui est produite. On voit que l'éolien offshore prend une certaine importance, et par contre on voit que sur le photovoltaïque, c'est ça qui coûte cher en fait demain, qui coûtera cher demain dans la facture. Alors pour illustrer un petit peu le coût, aujourd'hui, donc on a un mécanisme qui est payé par l'ensemble des consommateurs d'électricité, ça s'appelle la CSPE, contribution au service public de l'électricité. Aujourd'hui, sur la facture, c'est 13,50 € par mégawattheure. Ça fait quasiment 10% de la facture. Ça a comparé avec ce qui se passe en Allemagne avec 52 €. Mais dans tous les cas, 1 milliard de CSPE, ça représente un peu plus de 2% de la facture totale d'un client résidentiel. Donc ça, c'était le bilan. Maintenant, on passe à la transition énergétique, deuxième partie, avec les engagements du président de la République qui a souhaité un rééquilibrage et une diversification du mix énergétique avec la fermeture programmée de Fessenheim et puis la réduction de la part du nucléaire à 50% d'ici 2025. Il a annoncé aussi le lancement d'un grand débat national sur la transition énergétique, mais auparavant, je souhaite revenir sur la conférence environnementale de septembre 2012 qui a permis en fait de débloquer un certain nombre de situations qui étaient un petit peu difficiles pour certaines filières, de débloquer un certain nombre de blocages réglementaires. Donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est vraiment une spécificité franco-française et donc ça risque d'être un petit peu long, mais on a la suppression des ZDE, on a mis des tarifs pour l'outre-mer, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été reprises ensuite en début d'année dans la loi Brottes. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour le photovoltaïque avec un assouplissement du principe d'auto-ajustement des tarifs, le lancement d'appels d'offres de grande surface. Le gouvernement a lancé le second appel d'offres offshore, a annoncé un AMI sur les énergies marines et a fait des annonces aussi sur les véhicules avec un objectif de 2 litres au 100. Alors maintenant, on va passer sur le débat national donc, qui est actuellement en cours. Donc, je vous présente là
un slide qui peut sembler un peu rébarbatif en termes de comitologie. Je pense qu'on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas là-dessus qu'on va beaucoup avancer. Je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a 7 collèges qui correspondent en fait à l'ensemble de la population. Il y a les syndicats, il y a les employeurs, les ONG environnementales, les élus locaux, les parlementaires, l'État et puis d'autres personnes morales. Le calendrier, il a été lancé à la fin 2012 avec un objectif qu'on ait un rendu courant juillet, une synthèse courant juillet et un projet de loi à l'automne. Donc on voit que c'est un calendrier qui est très tendu. Et pour moi, ce qui me semble important dans ce débat national sur la transition énergétique, c'est qu'on est à un moment tout à fait particulier de notre histoire énergétique. Premier point, pourquoi c'est un moment historique? Parce que c'est la première fois où l'ensemble de la politique énergétique fait l'objet d'un débat. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas seulement sur l'électricité, c'est aussi les transports, c'est les bâtiments, c'est là où il y a du potentiel, et le débat couvre ces points-là. Donc c'est un point important. Le deuxième point, cette fois-ci, qui vise plus particulièrement le domaine électrique, c'est aussi que le gouvernement a souhaité que la question du nucléaire soit abordée. Deuxième point, qui me semble aussi tout à fait important dans ce débat, c'est la place qui est accordée au territoire. La place qui est accordée au territoire et qui, à mon sens, se décline en 3 points. Pourquoi les territoires? Tout simplement parce qu'il va s'agir de libérer le potentiel en termes d'énergie renouvelable. Donc ça, on le voit bien, on l'entend régulièrement. Mais il y a aussi un autre potentiel dont on parle moins, qui est un peu un potentiel, alors je ne sais pas si le terme est convenu, mais qu'on qualifie assez souvent de négawatt, qui est toutes les économies d'énergie qu'on peut faire, tous les efforts qu'on peut faire en termes d'efficacité, de sobriété, et qui viendront des territoires. Rénovation du bâti, tissu urbain, schéma, etc. Et donc là, on voit bien le rôle important de l'appropriation et de la mobilisation des territoires. Le deuxième point important sur le volet des territoires, c'est, je dirais, l'organisation de l'espace. Donc quand on dit organisation de l'espace, on pense à l'espace physique, développement urbain, les transports, etc. Ça, c'est quelque chose à peu près, je pense que tout le monde imagine bien. Mais il y a aussi un autre aspect qui est, je dirais, l'espace social. L'espace social qui est l'espace, le rôle que vont jouer les territoires dans le cadre de la précarité et des nouvelles formes de solidarité. Je pense que c'est un point important à avoir en tête dans la période de crise qu'on connaît aujourd'hui. Et puis ensuite, troisième point, pourquoi les territoires? C'est important les territoires parce que c'est le lieu de l'acceptabilité sociale des équipements. On voit bien aujourd'hui, en France, mais je pense que c'est le cas dans un certain nombre de pays, la principale difficulté qu'on a avec les énergies renouvelables, c'est les gens, c'est le principe du NIMBY, c'est-à-dire que les gens en veulent, mais pas chez eux. Et le problème, c'est qu'on les met où? Donc voilà, et donc ça, je pense que c'est important, localement, qu'il y ait des débats et qui permettent en fait d'avoir une vision au niveau des territoires. Le troisième point, toujours dans ce débat qui est un moment donc, tout à fait particulier, c'est le rôle qui est accordé aux citoyens. Il s'agit d'avoir un regard extérieur de gens qui sont impliqués, donc ce n'est pas des experts en énergie, mais ça permet d'avoir un bon écho, un retour de sensation par rapport à ce qui se passe sur les territoires. Et là, on voit bien qu'il y a 2 préoccupations majeures. Alors une qui a déjà été exprimée tout à l'heure, qui est le côté du prix, qu'on peut décliner, prix, précarité, compétitivité. Et puis une autre préoccupation qui est environnement et énergie. Et on voit bien ces 2 préoccupations, et on voit bien qu'à certains moments, on a des positionnements qui sont ambigus, mais qui sont assumés par les citoyens. Ce qui montre bien, en fait, qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des citoyens. Alors, deuxième partie, les enjeux du débat. Je vous ai cité là l'ensemble des points qui ont fait l'objet de groupes de travail. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me positionner par rapport à ce qui peut exister comme document au niveau de ces groupes, mais plutôt vous montrer un peu les enjeux. Et les enjeux, pour le premier point, efficacité énergétique et sobriété, c'est bien évidemment le bâtiment et les transports. En termes de mix énergétique, il y a des engagements qui ont été pris par le président de la République, mais on voit très bien qu'il y a un point essentiel qui est la courbe de demande. Et suivant ce qu'on fait comme action sur la demande, je dirais ensuite le mix s'adapte. Il y a aussi la question des transferts d'énergie, transferts vers l'électricité, qui pose un certain nombre de problèmes. Toujours dans ce mix, l'électricité,
aujourd'hui est produite de manière assez centralisée. Demain, si elle est de manière beaucoup moins centralisée, eh bien, il y aura des gros investissements à faire sur les transports, réseaux de transport d'électricité, et aussi développement de l'intelligence dans les réseaux de distribution. Donc, voilà avec les smart grids. Troisième point, énergie renouvelable, nouvelles technologies, stratégie de développement industriel et territorial. Un grand sujet, bien évidemment, c'est l'acceptabilité par la population des objectifs en termes d'énergie renouvelable. Pour les nouvelles technologies, il y a un point essentiel, il me semble, qui est éviter de se fermer des technologies à horizon 2050. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment connaissance de ce que pourra être les développements dans les années à venir pour pouvoir se permettre de se fermer des choix. Ensuite, coût, bénéfice, financement de la transition énergétique. Donc là, il y a une thématique classique, pouvoir d'achat, précarité, mais aussi répondre à la nécessité d'investissement. Et puis derrière, au-delà des coûts et des bénéfices, dans les bénéfices, il faut bien voir ça doit se baser sur une analyse de chacune des filières, notamment dans les renouvelables, en termes de potentiel, en termes de coûts, de maturité, de respect de l'environnement, de conflit d'usage. Il faut qu'on travaille sur les chaînes de valeur, voir les avantages comparatifs pour l'industrie, notamment française, et puis aussi réfléchir par rapport à ce que pourrait être un bon policy mix, à savoir entre un soutien amont qui est plutôt sur l'innovation et qui prépare des technologies de demain par rapport à un soutien aval qui est plutôt de soutenir par le biais de tarifs ou d'appels d'offres des technologies existantes. Ensuite, en termes de gouvernance, l'enjeu, c'est bien évidemment de préserver un des piliers essentiels qui est dans le modèle français, qui est la péréquation, mais en adaptant cette régulation, en l'articulant au niveau à la fois des territoires, au niveau national et au niveau européen. Ensuite, bien évidemment, on voit qu'il y aura des évolutions à faire sur les métiers. Les métiers d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain, et donc il y a tout un processus de réflexion sur le sujet. Et puis enfin, la compétitivité, le point que j'ai déjà exprimé tout à l'heure sur les aspects coûts. Alors je vois l'heure qui tourne. Je vais juste faire assez brièvement la troisième partie sur la recherche, l'innovation, dans la mesure où ça a déjà été abordé par Madame Julian tout à l'heure. Pour nous, l'innovation joue un rôle essentiel dans la transition énergétique, parce que c'est elle qui va nous permettre de tenir nos objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre et qui va créer les fondations d'une politique industrielle de demain. Et donc là-dessus, les gouvernements se sont mobilisés. On a mis en place des filières vertes. Donc c'était analyser chacune des filières industrielles d'aujourd'hui pour voir quels étaient nos points forts, quels étaient nos points faibles et comment essayer d'avancer, de se positionner. On a remis en place une gouvernance publique très large avec l'ensemble des acteurs. Ça a été cité tout à l'heure avec l'encre, mais il y a aussi une forte mobilisation du côté des services du Premier ministre, du ministère de la Recherche, du ministère du Redressement Productif, de notre ministère, pour justement avoir une stratégie nationale de recherche en énergie qui ne soit pas juste une simple compilation de programmes, mais qui soit une vision stratégique, et en y adossant des moyens publics conséquents. Je vais sauter le transparent suivant parce que je crois que je dépasse mon heure. Ça, c'est le transparent qui a été présenté tout à l'heure sur l'AIE, comme quoi c'est toutes les énergies, c'est tous les vecteurs sur lesquels il faudra se mobiliser pour pouvoir parvenir à nos objectifs pour 2050. Là, je vais passer peut-être juste ici. Les investissements en termes de R&D sur l'énergie, ils sont significatifs, ils sont de près d'1 milliard par an, avec une part, on voit sur les dernières années, quasiment égale entre le nucléaire et les nouvelles technologies. Si on décompose sur les nouvelles technologies, on voit bien un doublement de l'enveloppe entre 2006 et 2010. Et ça, c'était notamment un des engagements qui avait été pris précédemment, d'avoir 1 euro de recherche sur le nucléaire, 1 euro sur les nouvelles technologies. Donc en bilan, je dirais, sur les enjeux pour les pouvoirs publics, eh bien, on est sur des projets en termes de nouvelles technologies d'énergie, où les montants publics investis sont considérables. Ça va de quelques millions à quelques dizaines de millions d'euros. Il y a des concertations ministérielles qui sont indispensables à avoir en lien avec les opérateurs. Il va s'agir de réaliser des investissements rentables avec des retombées industrielles qui vont permettre de répondre aux enjeux climatiques de demain. Et bien, tout le but en fait, des financements publics, c'est de maximiser l'effet de levier et donner un bon niveau d'incitativité aux investissements.
Et donc pour conclure, eh bien, je reviens sur la deuxième partie de ma présentation qui présentait le débat. On voit bien que c'est un débat en fait, qui est toute énergie, où l'efficacité et la sobriété sont des points essentiels. Il y a des aspects de gouvernance, de filière industrielle, d'emploi, de compétitivité. Et je crois que ce débat aura permis, par sa dimension à la fois citoyenne, territoriale, d'experts, de groupes de travail, de parlement du débat, dont je ne vous ai pas trop parlé, mais qui relève plutôt de la comitologie, d'avoir une véritable appropriation de la thématique qui va permettre la mobilisation de tous et la création d'une véritable dynamique. Voilà. Merci.